Aller sur Mars, franchement, qui n'y a pas déjà un peu rêvé? Grâce à l'ambition, il faut le dire, assez démesurée d'Elon Musk, ce qui était de la pure science-fiction est en train de devenir un projet presque palpable. Mais une analyse de Stefan Jeyers vient mettre un petit grain de sable dans l'engrenage et pose une question essentielle. C'est bien beau d'y aller, mais une fois là-bas, serons-nous vraiment libres? Et là, on ne parle plus seulement de technologie. Et c'est vraiment là que tout bascule. L'exploit technique, la fusée, le voyage, ça captive tout le monde, c'est normal. Mais la question la plus complexe, la plus profonde, c'est de savoir quelle société on va bien pouvoir construire là-bas. En gros, on passe du plan de l'ingénieur à la dissertation de philo. Il faut être honnête, c'est en grande partie Elon Musk qui a transformé ce rêve un peu fou en un objectif concret, presque à portée de main. Cette image, elle symbolise parfaitement cette ambition, un nouveau départ, une nouvelle frontière à conquérir. Mais la question reste entière, quelle sorte de frontière ? Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet, ce que l'auteur de notre source appelle le problème des 7 minutes. C'est en fait une omission, un détail qui lui a sauté aux yeux lors d'une discussion pourtant très longue sur Mars. Alors pour vous donner le contexte, on a une interview fleuve, quasi 2h30 de discussion entre Elon Musk et Lex Fridman. On se dit que c'est le moment ou jamais de tout mettre sur la table, non? Des aspects les plus techniques aux questions les plus philosophiques. Le cadre est parfait. Et pourtant, sur ces 152 minutes de conversation passionnée sur Mars, combien de temps a été consacré à la question de la gouvernance? À savoir, comment va-t-on vivre ensemble là-bas? La réponse, 7. 7 petites minutes. À peine le temps de se poser la question. Et là, pour l'auteur, ça fait tilt. Ce n'est pas un détail anodin. Ce ratio, il suggère que la question politique, c'est-à-dire les fondations même d'une nouvelle société, est reléguée au second plan. C'est un peu comme si on se disait, on verra plus tard, une réflexion après coup. Alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant ces fameuses 7 minutes? Voyons un peu comment l'auteur interprète la position de Musk sur la création d'une société sur la planète rouge. Durant ce court échange, l'auteur perçoit un certain malaise chez Musk. Il lance quelques idées, comme ça, un peu en l'air. On pourrait avoir une démocratie directe, il faudrait pouvoir se débarrasser facilement des vieilles lois, mais très vite il semble vouloir revenir à son sujet de prédilection, le défi technique, la construction des vaisseaux. L'auteur résume l'attitude perçue de Musk avec cette phrase assez directe. Attention, Musk ne l'a pas dit mot pour mot, mais c'est l'impression qui s'en dégage. La politique, les lois, c'est pour plus tard. L'urgence absolue, c'est de construire les fusées. Et ce tableau, il illustre parfaitement le fossé entre ces deux visions du monde. D'un côté, on a l'ingénieur, focalisé sur le défi technique. Le plus important, c'est de réussir à y aller. Et de l'autre, on a le potentiel futur colon qui se dit « Ok, y aller, c'est bien, mais c'est pour y vivre comment ? Est-ce que ce sera mieux et surtout plus libre ?» On aborde maintenant le cœur de l'argument de l'auteur qui est ancré dans une pensée qu'on pourrait qualifier de libertarienne. Pour faire simple, c'est une vision qui place la liberté individuelle et une certaine méfiance envers le pouvoir central au-dessus de tout. L'idée n'est pas de critiquer la technologie, mais de s'interroger sur la motivation profonde du voyage. Pour bien comprendre, l'auteur fait un parallèle historique assez clair. Il compare les futurs martiens aux pionniers qui ont quitté l'Europe pour les Amériques. Ils ne sont pas partis pour le plaisir de la traversée en bateau, mais bien pour fuir l'oppression et dans l'espoir de trouver plus de liberté. Et c'est de là que découle cette idée centrale du contrat. L'auteur est convaincu que les futurs colons ne seront pas des passagers passifs. Ce seront des clients, et des clients exigeants. Ils voudront des garanties sur leurs droits et leurs libertés avant de monter à bord. Un peu comme on lit les petites lignes d'un contrat avant de le signer. Voilà la question fondamentale qui oppose les deux logiques. Est-ce qu'on arrive d'abord et on voit ensuite comment on s'organise, comme semble le penser Musk, ou bien est-ce qu'on définit le pacte social, les règles du jeu, avant même de décoller, comme le soutient l'auteur ? Cette illustration de l'article original, elle est assez parlante. Elle capture bien cette crainte sous-jacente. Si les règles ne sont pas fixées par les colons eux-mêmes avant de partir, qui détiendra le pouvoir à l'arrivée? Le transporteur, le premier sur place? L'auteur craint l'émergence d'une sorte de roi de Mars, ce qui soulève une question de contrôle assez fondamentale. On entre maintenant dans la dernière partie de l'analyse, où l'auteur avance une hypothèse pour tenter d'expliquer ce malaise perçu chez Elon Musk quand on aborde ce sujet précis. Et selon lui, l'explication ne serait pas vraiment philosophique, mais bien plus pragmatique, voire financière. Une sorte de contradiction entre le grand rêve libertarien et la dure réalité économique. Le raisonnement de l'auteur est assez simple, suivez bien. SpaceX dépend massivement des contrats de la NASA. La NASA, c'est une agence du gouvernement américain. Et il est assez logique de penser que le gouvernement américain n'a pas vraiment intérêt à financer la création d'un paradis libertarien sur lequel il n'aurait aucun contrôle. Ce lien de dépendance obligerait donc Musk à rester très vague sur toute la question politique. On se retrouve donc avec cette question en suspens.
Pour le moment, c'est clair, la technologie semble dicter l'agenda. Mais ce « à moins que », il est peut-être là le point crucial. Et si les futurs pionniers de Mars refusaient de n'être que de simples passagers, et s'ils exigeaient que ce fameux contrat pour une société libre soit la condition sine qua non du départ? La question de la liberté sur Mars, en fin de compte, reste une page blanche à écrire.